Alors jusque-là, on a beaucoup parlé des élections municipales. Vous me direz que c'est le sujet de cette série de vidéos. Certes. Mais saviez-vous que les élections communautaires, souvent moins médiatisées, se déroulent en même temps? Nous parlerons donc de ce scrutin qui permet d'élire les conseillers communautaires et des intercommunalités, institutions qui le représentent. Comme je vous le disais, d'autres élections se déroulent en parallèle aux élections municipales, les élections communautaires. Ce scrutin vise à désigner les conseillers communautaires qui siègent au conseil communautaire, l'organe qui décide des politiques mises en place par les établissements publics de coopération intercommunale, dits EPCI. Mais nous y reviendrons. Ces conseillers sont donc élus en même temps que les conseillers municipaux pour la même durée de mandat, c'est-à-dire 6 ans. Les élus communautaires administrent donc les affaires de l'intercommunalité dans les champs de compétences transférés par les communes qui la composent. On retrouve notamment des compétences comme l'aménagement du territoire, le développement économique, la gestion des déchets, l'habitat ou encore l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Les décisions prises par le conseil communautaire s'appliquent à l'ensemble des communes appartenant à l'EPCI. Théoriquement, le nombre de sièges est calculé en fonction de la population totale de l'établissement. Il est fixé par le Code général des collectivités territoriales. Le nombre de sièges augmente progressivement avec la population et peut aller jusqu'à 130 pour les EPCI de plus d'1 million d'habitants. C'est le cas des métropoles. Mais ce nombre peut être augmenté pour permettre la représentation de toutes les communes, et plus particulièrement les plus petites, ou suite à un accord entre celles-ci. La répartition du nombre de sièges par commune s'effectue quant à elle à la représentation proportionnelle entre les communes. Toutes les communes doivent cependant être représentées et ont par conséquent le droit à au moins un siège. Notons qu'une seule commune ne peut pas occuper plus de la moitié des sièges au conseil communautaire. Prenons un exemple pour illustrer. La métropole de Rennes compte environ 467 000 habitants et totalise 112 conseillers communautaires ou métropolitains. La base du nombre de sièges au conseil est donc fixée à 80, conformément à la grille du Code général des collectivités territoriales, auxquels s'ajoutent 32 sièges qui font suite à un accord local pour assurer notamment la représentation des plus petites communes. La ville de Rennes, qui est la plus peuplée, occupe 49 sièges, soit moins de la moitié. Les communes qui l'entourent, qui le sont beaucoup moins, en détiennent entre 1 et 4 chacune. Comme pour les élections municipales, les modalités de désignation diffèrent en fonction de la taille de la commune. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l'ordre du tableau du conseil municipal. Par exemple, dans une commune de 800 habitants, les conseillers communautaires seraient le maire, qui est le premier conseiller, le premier adjoint, qui est le deuxième conseiller, et le deuxième adjoint serait alors le suppléant de ces deux conseillers communautaires. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel, en même temps et dans les mêmes conditions que les conseillers municipaux. Les candidats figurent sur deux listes distinctes, mais dans le même ordre de présentation et sur le même bulletin de vote. Les électeurs ne votent donc qu'une fois, mais pour les deux élections. Les candidats au conseil communautaire sont forcément issus de la liste des conseillers municipaux. Ce sont généralement les premiers de celles-ci qui sont candidats. Nous avons donc vu comment sont élus les conseillers communautaires, mais concrètement, à quoi servent-ils ? Tout d'abord, le conseil communautaire fonctionne comme une assemblée délibérante. Une fois élus, les conseillers se réunissent régulièrement et au cours des réunions, ils discutent des projets et des budgets et prennent des décisions relatives aux compétences attribuées par les communes. Ces décisions vont donc s'appliquer sur l'ensemble du territoire intercommunal et parmi les sujets de discussion et de vote, on peut lister de manière non exhaustive l'élection de l'exécutif, c'est-à-dire le président et les vice-présidents, les projets d'aménagement du territoire, de développement économique et même le transfert de nouvelles compétences des communes à l'EPCI. Il est maintenant temps de nous pencher plus en détail sur ces institutions, les établissements publics de coopération intercommunale ou intercommunalité. Pour faire simple, l'intercommunalité ou interco désigne l'association de plusieurs communes au sein d'établissements publics, les EPCI, pour mutualiser une ou plusieurs compétences et mettre en œuvre des politiques publiques à l'échelle d'un territoire. Les EPCI sont donc des établissements avec une personnalité juridique qui sont chargés de l'administration qui regroupe des communes sur le territoire correspondant. Alors petit rappel, la France est composée d'environ 35 000 communes,
ce qui est considérable comparé à des pays comme l'Allemagne qui en compte environ 11 000. Pour les détracteurs de ce morcellement typiquement français, la coopération intercommunale se présente comme une solution qui évite de recourir à la fusion des communes, qui est une démarche complexe, voire irréalisable. Aujourd'hui, la forme intercommunale répond à des enjeux d'efficacité de l'action publique dans un contexte de limitation des dépenses publiques. Par efficacité, il faut comprendre faire plus avec moins d'argent. Cette coopération vise donc à mutualiser les ressources pour rendre possible la gestion collective des prestations ou l'élaboration de projets de développement économique local ou d'aménagement du territoire. En 2024, quasiment toutes les communes de France faisaient partie d'un des 1264 établissements de coopération intercommunale. En France, la coopération intercommunale remonte à la fin du 19e siècle avec le syndicat de communes. Mais c'est dans les années 90 qu'elle connaît un véritable essor, avec 2 lois qui donnent naissance aux communautés de communes, puis aux communautés d'agglomération et urbaines. La loi d'administration territoriale de la République, dite loi ATR, en 1992, et la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement, en 1999. Dans les années 2000, d'autres lois sont venues renforcer et simplifier cette forme de coopération, et ont notamment donné un statut aux métropoles. La loi MAPTAM en 2014 et la loi NOTRe en 2015. La dernière en date remonte à 2019 et vise entre autres à offrir plus de souplesse dans la répartition des compétences entre les communes et les intercos. Tout cela ne veut pas dire que les anciennes formes de coopération ont disparu. En effet, la coopération intercommunale se présente aujourd'hui sous 2 formes avec plusieurs types de structures. La forme syndicale ou associative qui remonte à la fin du 19e, qui ne dispose pas de fiscalité propre. Les communes peuvent s'associer pour mutualiser une compétence, on parle alors de syndicat intercommunal à vocation unique, dit SIVU, ou plusieurs, on parle alors de syndicat intercommunal à vocation multiple, ou SIVOM. La seconde forme est celle des intercommunalités à fiscalité propre, ou fédérative, qui se sont développées à partir des années 60 et se sont répandues dans les années 2000. La loi NOTRe, en 2015, impose à chaque commune d'appartenir à un EPCI à fiscalité propre. Cette forme de coopération peut se structurer de différentes manières en fonction de l'échelle du territoire. On distingue ainsi les communautés de communes qui regroupent au minimum 15 000 habitants, les communautés d'agglomération qui regroupent plus de 50 000 habitants autour d'une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, les communautés urbaines qui regroupent au moins 250 000 habitants et les métropoles qui regroupent plus de 400 000 habitants en moyenne avec un grand nombre de compétences obligatoires. Notons qu'il est tout à fait possible pour une commune d'appartenir à un syndicat et à un EPCI en même temps, à condition que leurs compétences ne se chevauchent pas. Il faut souligner que la dynamique actuelle pousse à la rationalisation de l'intercommunalité. L'intégration des compétences des syndicats au sein de PCI à fiscalité propre est encouragée pour des raisons économiques. Plus on progresse dans l'échelle intercommunale, plus la coopération se renforce, avec des compétences qui s'élargissent. Concernant celle-ci, il faut garder à l'esprit 2 principes. Le principe de spécialité, c'est-à-dire que les EPCI n'ont pas de clause de compétence générale et ne peuvent intervenir que dans les champs de compétences qui leur ont été transférés et à l'intérieur de leur périmètre. Et le principe d'exclusivité, c'est-à-dire qu'une fois qu'une compétence a été transférée à un EPCI, les communes membres ne peuvent plus l'exercer. Les compétences des EPCI sont réparties en 3 catégories: obligatoires, optionnelles et facultatives. Les compétences obligatoires sont des missions définies par la loi, que chaque EPCI est tenu d'assurer. Pour les communautés de communes, sont obligatoires les compétences d'aménagement du territoire, c'est-à-dire la planification des espaces ou encore l'organisation des équipements, le développement économique, c'est-à-dire la création de zones d'activité, le tourisme, etc., la gestion de l'eau et des déchets, ou encore la gestion des risques d'inondation. Pour les communautés d'agglomération, en plus des compétences des communautés de communes, elles s'occupent notamment de la politique de la ville et des questions de logement. En ce qui concerne les communautés urbaines et les métropoles, elles assurent des compétences élargies, notamment dans le champ du développement économique et social et des services publics. Les métropoles peuvent aussi gérer certaines compétences qui étaient auparavant réservées aux départements et aux régions. Concernant les compétences optionnelles, les communes peuvent choisir de transférer des missions à l'EPCI sans obligation cependant. Celles-ci sont décidées en fonction des besoins locaux. Enfin, les compétences facultatives sont des missions que les communes choisissent volontairement de confier à l'EPCI.
Ces compétences varient d'un territoire à l'autre. Alors, petite précision, les compétences optionnelles étaient des domaines d'action choisis parmi une liste définie par la loi. Elles étaient obligatoires pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les métropoles et les communautés urbaines n'ayant pas de compétences optionnelles. Par exemple, une communauté de communes devait en exercer au moins 3, comme la gestion de voirie ou la protection de l'environnement. Alors, comme vous l'avez remarqué, je parle des compétences optionnelles au passé. En effet, depuis la loi Engagement et Proximité de 2019, la notion de compétences optionnelles disparaît, ne laissant que les compétences obligatoires et facultatives, qui sont transférées volontairement par les communes sans contrainte législative. Les communes peuvent par conséquent reprendre la gestion d'une partie ou de la totalité des compétences optionnelles devenues facultatives du fait de cette loi. Il faut garder en tête que les compétences peuvent varier d'une interco à l'autre. Si vous vous intéressez à ce sujet dans le cadre des prochaines élections, je vous recommande de vous rendre sur le site web de votre commune et sur celle de l'EPCI dont elle fait partie pour avoir une idée plus précise de la répartition de leurs compétences. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté des éclairages sur les élections communautaires et sur le fonctionnement des intercommunalités. Bien qu'on se soit un peu éloigné du sujet principal, il me semblait important de vous en parler, car les intercommunalités souffrent d'un déficit de clarté et d'un réel manque de visibilité sur le rôle et les décisions qu'ils prennent et sur les modalités de fonctionnement de ces institutions. Et dans le cadre des élections municipales, on ne peut pas faire campagne sans penser à la question communautaire, celle de la répartition des compétences, etc. Alors pour aller plus loin, avec l'imbrication des communes dans l'intercommunalité et le transfert ainsi que la concentration des pouvoirs vers des échelons de gouvernance moins connus, on constate une technicisation de l'action publique, ce qui au final contribue à éloigner les citoyens de la démocratie locale, étant donné la complexité croissante du système démocratique. Et ce constat soulève plusieurs questions. Qu'en est-il de la clarté de l'action publique et politique, de l'efficacité démocratique? L'échelle intercommunale sert-elle vraiment la démocratie locale ou contribue-t-elle à l'en éloigner? Et plus globalement, la rationalisation de l'action publique et plus largement de la politique nuit-elle à la démocratie? Ce sont des interrogations partagées par de nombreux chercheurs en sciences politiques et qui, à mon sens, méritent d'être posées. En tout cas, j'espère que cette réflexion vous a intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou des précisions, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.